Et voilà, on est en direct. Hop, juste je vérifie, comme c'est le premier sommet, premier live, que tout est OK. Voilà, c'est bon, ça marche. Et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre donc du coup pour ce sommet Devenir naturopathe. On est donc la première conférence. J'ai la joie du coup de ouvrir ce sommet, de vous dire qu'on est parti pour 3 jours de conférences, 8 conférences au total, avec plusieurs intervenants. On va pouvoir décortiquer vraiment le métier de naturopathe, vraiment de A à Z. On va partir de l'historique, on va parler de la posture du naturopathe en cabinet, on va parler de plantes, on va parler d'hygiène de vie, de corps humain, de débouchés du métier de naturopathe, d'école de naturopathie. On va vraiment partir de A à Z. On a créé ce sommet avec Corinne, avec Evelyne, vraiment dans le but de vous ouvrir en fait vers ce métier. On a de plus en plus de questions, de plus en plus de reconversions vers ce métier-là. Du coup, on s'est dit, ça serait intéressant voilà, de faire un sommet spécial pour l'école Synergie, pour vous parler un petit peu de tout ça, pour vous exprimer surtout cette philosophie de l'école Synergie au niveau de la naturopathie, parce que pas toutes les écoles ont la même philosophie, ont la même origine, ont la même envie, etc. Du coup, voilà. Pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas. Vous avez accès à tous les sites des conférenciers, etc. Si vous avez des questions en particulier. Et je vous invite pour toutes les conférences, en fait, à poser vos questions plutôt vers la fin de la conférence, à les noter. Voilà, on y répondra à toute fin de conférence. On aura un petit moment, une petite vingtaine de minutes pour répondre à toutes vos interrogations. Et aujourd'hui, on a la première conférence avec Corinne et Evelyne qui ont, voilà, je suis trop contente de vous accueillir pour cette première conférence. Merci Corinne déjà d'avoir accepté de faire ce sommet avec moi, de m'avoir contactée et d'avoir, voilà, de le faire avec moi. On s'entend super bien, donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. Voilà, et on va pouvoir commencer par la première conférence vraiment sur l'historique de la naturopathie. On va revenir aux origines, à la base. C'est bien de commencer par la base en même temps. Voilà, on va commencer. Donc, hop, je t'invite à nous dire c'est quoi vraiment la naturopathie. Voilà. Merci Eva. Comme tu le disais, on s'est rencontrés il y a à peu près 1 an dans un autre sommet que tu avais fait où tu présentais plusieurs personnes et on avait vraiment bien accroché. Depuis, on s'est rendu compte qu'on était voisines et on a l'occasion de se voir dans le Vaucluse et c'est comme ça que l'idée est venue de présenter la naturopathie, ce qu'elle est pour nous. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes du public. Il y a tout un tas de gens là autour de nous qui veulent être plus acteurs de leur santé, qui veulent comprendre ce qui se passe dans leur corps, qui veulent pouvoir choisir en toute connaissance de cause ce qui leur convient bien et en plus choisir des façons plutôt naturelles de s'occuper de leur corps, de prendre soin d'eux. Et avec cet énorme engouement des personnes, il y a aussi de temps en temps quelques journalistes qui attirent l'attention en disant attention, danger. Donc nous, on s'est dit, ça serait peut-être intéressant de simplement dire ce qu'on fait, dire comment on voit les choses, un petit peu partager au cours de ce sommet tous les aspects de la naturopathie. En commençant par le nom, parce que c'est vrai que pathie, on peut imaginer que ça vient du grec pathos, comme d'autres mots qui viennent du grec pathos, et en fait, ça vient plutôt de l'anglais. Le mot, c'est le chemin de la nature, nature path en anglais, et donc c'est un courant. On va voir aujourd'hui tout ce qui s'est passé depuis plusieurs millénaires pour en arriver à aujourd'hui. Mais ce nom-là de naturopathie vient du début du XXe siècle aux États-Unis. Et donc voilà, c'est une vision de la vie, c'est aussi un métier, c'est aussi simplement des pratiques qui sont intéressantes pour tout un chacun et qu'on va donc voir pendant ces 3 jours, petit à petit, morceau par morceau. Donc, je vais proposer à Evelyne, qui est l'autre directrice, donc on est 2 directrices de l'école Synergie Naturopathie, de se présenter. Merci. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc voilà, comme le disait Corinne, moi je suis l'autre directrice de Synergie.
Alors, je vais vous proposer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu mon parcours, parce que c'est très intéressant aussi sur le plan naturopathique. On ne dirait pas, mais c'est très intéressant. Voilà, donc moi, j'étais destinée à être prof de musique, hein, donc je suis allée à la fac à 18 ans, comme, beaucoup de gens et j'ai passé ma licence de musicologie que j'ai obtenue et puis, la logique voulait que, bah, voilà, je passe les concours de l'enseignement, ce que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Donc bah, je me suis dit, comme, j'ai pas de retard, hein, j'ai jamais recommencé, je vais refaire une année. Donc j'ai refait une année et ça n'a toujours pas marché. Donc j'ai décidé de me reconvertir et je me suis reconvertie en secrétaire médicale parce que j'aimais quand même bien le domaine médical, mais je me suis dit à 21 ans, repartir en médecine, c'est un peu tard. Donc j'ai fait, secrétaire médicale. J'ai vraiment, pris plaisir à ce métier, hein, vraiment pendant, 7-8 ans, on va dire, j'ai appris plein de choses. Et puis, au bout d'un moment, ben, j'ai comment dire? J'y ai perdu goût puisque, bah, j'apprenais plus grand chose et surtout, je ne me sentais plus du tout en cohérence avec mes valeurs personnelles. Puisqu'en fait, moi je me soignais, depuis quelques années, bah, par technique naturelle, hein, que ce soit homéopathie ou autre. J'avais déjà réformé mon alimentation, voilà, donc j'avais déjà fait beaucoup de choses, donc je me sentais plus du tout en accord, moi avec, mes valeurs. Donc, j'ai cherché quelque chose qui me convenait et en cherchant sur internet, je me suis rendu compte que, bah, tout ce que je voulais faire en fait et tout ce qui me convenait, ben, ça s'était regroupé dans la naturopathie. Donc, j'ai cherché une école. Je suis tombée sur, l'école de Bertrand Boisson, hein, qui dirigeait, avant, l'école et je me suis formée, voilà, à la naturopathie. Donc, j'ai terminé ma formation en 2012, puis après j'ai enchaîné avec un magistère, donc un mémoire, que j'ai validé en 2015 sur, le cancer. Et puis en 2020, eh bien, voilà, Corinne et moi avons repris l'école. Alors comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est très intéressant dans ce parcours, c'est que la vie fait toujours bien les choses et ça, c'est très important dans la naturopathie, en général et dans ce qu'on enseigne plus particulièrement à Synergie. C'est la loi de l'attraction et laisser faire les choses, hein. Si ça bloque, il faut pas c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et dans l'histoire, bah, c'est qu'en fait, j'étais bien destinée à l'enseignement comme je le voulais au départ, mais pas dans le domaine, voilà, dans lequel je pensais au départ. Donc voilà, la vie fait toujours bien les choses, hein. Et puis donc en parallèle, voilà, je me suis formée, aux soins esséniens parce que j'étais très attirée, par cette, communauté et leur pratique qui est en fait, bah, comme va vous le dire Corinne dans quelques instants, un petit peu à l'origine de la naturopathie avec d'autres pratiques aussi. Mais voilà, c'était une des origines de la naturopathie. Voilà ce que je peux vous dire sur moi et ce que je voulais vous dire, voilà, par rapport à cette philosophie de vie qu'est la naturopathie. Il y a jamais de hasard dans la vie. Eh bien, merci. Je vais passer la parole à Corinne qui va se présenter également et puis du coup qui va vous présenter la naturopathie. Je vous souhaite un très bon sommet et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Merci Evelyne. Et de rien. Merci Evelyne. À Donc, bientôt. à bientôt, à bientôt. En quelques mots, moi j'étais destinée certainement à la naturopathie, mais je ne le savais pas dès le début non plus. Quand j'étais adolescente, je voulais faire des études de lettres ou de journalisme et mon père qui était avocat et prof de fac de droit m'avait dit le droit mène à tout. Donc j'ai un peu suivi la voie du droit pour faire comme toute la famille et comme mon père et j'ai donc passé mes examens, je suis rentrée au barreau en droit pénal des affaires et c'était même intéressant et amusant. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était absolument pas ma voie. Je le savais depuis toujours que c'était pas ma voie. Et je me suis retrouvée enceinte de mon aîné quand j'étais toute jeune, avocate.
Et à ce moment-là, aller à la prison tous les jours alors que j'étais toute enceinte, ça m'a semblé vraiment la dernière idée que j'avais envie de faire. Donc, j'ai quitté le barreau et j'ai décidé d'être maman à temps plein parce qu'on reste des mammifères et je trouve que pour moi, c'était très important de pouvoir profiter de ce temps avec mes enfants, j'en ai 4, qui sont grands aujourd'hui, hein, qui ont l'âge d'Eva. Mais j'avais envie d'avoir une vie de maman qui soit proche de ce que nous propose la nature finalement. Donc, je les ai allaités très longtemps, j'ai dormi avec eux, j'ai même accouché à la maison. Toutes les pratiques naturopathiques, c'est quelque chose que ma maman m'avait transmis déjà dans mon enfance. J'étais comme Evelyne, j'étais soignée à l'homéopathie, aux teintures mères. J'ai commencé à prendre des graines germées quand j'avais 11 ans, donc c'était pas hier. Donc, voilà, je ne suis pas naturopathe depuis mes 20 ans, mais c'est quelque chose que je connais, que je vis depuis toujours. Et j'ai pu aider les autres pendant 13 ans en aidant les mamans qui allaitaient. Ça, c'était vraiment une partie très importante de ma vie. C'était la Leche League, une association d'allaitement maternel. Vous verrez que Marie-Alice, qui va faire une autre conférence, était aussi dans cette association. C'est une association qui aide les mamans à trouver ce qui est bon pour elles. Et finalement, dans cette association, je me suis retrouvée complètement dans mes valeurs. Et ce sont les mêmes valeurs aujourd'hui de la naturopathie, aider les gens à trouver ce qui est bon pour eux. Ne transmettre aucun dogme, mais finalement transmettre des chemins de la nature possibles pour chacun et chacun choisit son chemin. Dans mes études, j'ai aussi fait, donc j'ai fait quand même aussi un petit DU de traductologie maison d'édition parce que c'était ça que j'avais envie de faire. Je l'ai fait. Ça m'a permis de travailler encore dans ce milieu à l'heure actuelle. De temps en temps, j'écris quelques livres et j'en ai traduit aussi quelques-uns en naturopathie, en psychologie. Et puis, j'ai aussi fait, il y a une 10-15 d'années, un DU d'éthologie. Donc, c'est étudier les animaux dans leur milieu naturel. Et c'est, je crois, ce DU aussi qui m'a beaucoup inspirée à faire de la naturopathie mon seul métier, parce que finalement, on est aussi des animaux et on a à l'origine un milieu naturel, même si on l'a oublié. Donc, on peut aussi étudier l'homme dans son milieu naturel. Ça, c'est intéressant de voir ce qui est prévu par la nature pour l'homme et ce qui se passe à chaque fois qui prend des voies différentes de celles qui sont prévues par la nature. Donc, voilà ma petite présentation. Et on va passer dans le vif du sujet, présenter les sources et les principes de la naturopathie avec encore un petit clin d'œil à mon papa parce que quand il était prof de fac, il enseignait son cours en première année qui s'appelait Sources et principes du droit. Donc, je vous avoue que j'ai juste repris cette idée-là en se disant on a besoin aussi de la naturopathie, de savoir quelles sont les sources, d'où ça vient, sur quoi on se base, quel est le socle. Et c'est ça qu'on va faire maintenant aujourd'hui. C'est parfait. Est-ce qu'on peut commencer par la définition de l'OMS? Donc, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Quelle est la définition? C'est très intéressant de s'intéresser à l'OMS parce qu'on a la France avec nos propres règles, nos propres valeurs. Le fait que la naturopathie ne soit ni interdite ni vraiment organisée en France, c'est juste quelque chose qui existe et qui n'intéresse a priori pas complètement les pouvoirs publics, alors que l'OMS s'intéresse donc l'Organisation mondiale de la santé, elle s'intéresse à la santé sous un angle scientifique, mais elle s'intéresse aussi à la santé sous un angle traditionnel. Et c'est comme ça que l'OMS s'intéresse à la médecine chinoise, s'intéresse à l'Ayurveda et s'intéresse à la naturopathie, qui est notre socle de tradition occidentale, nos traditions occidentales, qui est donc toutes ces méthodes de soins, cette vision de la santé qui remontent à la nuit des temps et qui permettent à l'organisme de renforcer sa vitalité. C'est quelque chose qu'on va beaucoup voir en naturopathie. Et donc, l'OMS l'a libellé comme ceci, qui aide à renforcer les défenses de l'organisme avec des méthodes naturelles et biologiques. Donc, c'est intéressant de savoir que l'OMS nous connaît, nous reconnaît et nous met sur le même pied que d'autres traditions, d'autres continents. Et quelles sont les premières traces, on va dire, entre guillemets, de naturopathie dans le monde? Où c'est que ça commence, en fait? Alors, ce qui est chouette, c'est que, comme beaucoup de choses, ça commence à des époques très, très anciennes, un peu partout dans le monde. On va le voir en réflexologie, on va le voir en iridologie.
ce sont des pratiques qui existent, mais à la fois en Amérique du Sud, à la fois en Europe, à la fois en Inde, en Chine, un petit peu partout. Donc, on peut se rendre compte qu'en Inde, il y a la médecine ayurvédique, en Chine, il y a la médecine traditionnelle chinoise. Chez les Amérindiens, donc qui étaient là avant l'arrivée des Européens, il y a tout un tas de pratiques traditionnelles aussi. Et ces différentes pratiques existent aussi en Europe. Donc, on a ce qu'on appelle les druides, hein, vraiment bien chez nous, qui ne sont pas si connus que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces écrites, mais il y a quand même une certaine connaissance, une certaine recherche sur les druides. Moi, j'ai mes parents une maison à Karnak, c'est un endroit où je me sens vraiment particulièrement bien portée par cette énergie qui remonte à plusieurs millénaires. Donc, on sait que les druides avaient une connaissance des plantes et aussi une connaissance de l'homme au milieu du reste de l'univers. Il y a toujours différentes écoles, différents auteurs qui proposent différentes choses, mais voilà, c'est une des sources intéressantes. Elle vient de France et d'autres pays autour de la France. Et puis, on a, toujours en Europe, ou juste à côté de l'Europe, deux courants dont Evelyne a parlé tout à l'heure, les Esséniens, qui ne sont pas si connus que ça. En général, on connaît soit si on va à la messe, on entend lecture de Saint Paul apôtre aux Esséniens, ou si on va dans un magasin bio, on peut acheter des pains esséniens. C'est souvent les deux seules sources connues de ce peuple, l'un ou l'autre, ou les deux. En fait, c'était un peuple qui avait vraiment tout un tas de pratiques qui sont assez connus aujourd'hui et qui étaient très, très proches de ce qu'on enseigne aujourd'hui. Donc, on peut vraiment s'intéresser à ce qu'ils faisaient parce que c'est pratiquement copier-coller. Et puis, on a les Égyptiens. Alors, les Égyptiens, bon, tout le monde connaît les pyramides, bien sûr, mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les Égyptiens ont beaucoup inspiré les Grecs. On se fonde énormément, on va le voir à la dia suivante, sur Hippocrate et la Grèce antique, mais en fait, la plupart de ces connaissances sont déjà antérieures et viennent plutôt des Égyptiens qui quand même ont inventé les huiles essentielles, qui grâce à ça ils pouvaient embaumer bien sûr les momies en empêchant le développement bactérien, mais c'était il y a 3-4 000 ans. C'est aussi un peuple qui utilisait la réflexologie, donc la stimulation de points sur le pied, sur les mains. Ils utilisaient aussi l'iridologie. Donc, c'est intéressant de savoir que c'est vraiment un peuple qui était particulièrement riche et avancé en connaissance de l'homme, en connaissance de la nature, en connaissance des lois de la nature pour aider l'homme à être en bonne santé. Voilà d'ailleurs un papyrus qui est assez connu où on voit qu'ils font de la réflexologie plantaire et palmaire. On voit les yeux derrière. Voilà, il y a plein de choses intéressantes à étudier dans les sources égyptiennes. Dans la base. Puis on a les premiers écrits, on va dire, vraiment, parce que là, tout ça, c'est un peu à l'époque, ils prenaient un petit peu tout ce qu'ils avaient autour d'eux, ils testaient, etc. Mais on a Hippocrate, qu'on va voir maintenant, qui a commencé vraiment un peu à structurer quand même tout l'apprentissage de la naturopathie. Oui, Hippocrate, c'était il y a bien longtemps, hein, c'était avant Jésus-Christ, je crois que c'est... Je suis tout à fait sûre, je crois que c'est moins 500 avant Jésus-Christ. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement d'actualité. Énormément de choses qu'il a écrites à l'époque se retrouvent complètement intéressantes pour nous aujourd'hui. Par exemple, c'est lui qui disait « Toute maladie commence dans l'intestin ». Il y a plusieurs millénaires, alors que le rôle du microbiote, c'est quelque chose qu'on étudie aujourd'hui, depuis les années 90. C'est vachement intéressant. Il a aussi une vision de la santé qui est très, très naturopathique. Certes, on dit que c'est le père de la médecine et les médecins qui s'engagent dans cette voie s'engagent pour le serment d'Hippocrate, mais pourtant, sa vision de la santé est beaucoup plus naturopathique que médicale ou beaucoup plus naturopathique qu'antisymptomatique, comme on pourrait dire, puisque pour lui, les symptômes, ce sont déjà des remèdes. Il voit le corps comme quelque chose de merveilleux qui cherche en permanence à conserver l'homéostasie, à retrouver un équilibre, et qu'à chaque fois qu'on a un symptôme, finalement, c'est un moyen intelligent du corps de revenir à la santé. Et c'est vraiment une vision qui est très, très actuelle en naturopathie, qu'on continue à développer des années après. Ok, donc il commence en fait à théoriser certaines choses, notamment les humeurs. Alors moi, ça me fait très rire parce que quand j'ai commencé la naturopathie, je croyais que c'était les humeurs. Je ne comprenais pas, pour moi, ça me faisait penser à humour. Je me disais, mais qu'est-ce que ça fait là?
Je comprenais pas. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de ce… Bien sûr. Les humeurs, en fait, on le connaît en langage populaire en disant je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Et ça veut dire quand je suis de bonne humeur, tout va bien, j'ai le moral, je suis de mauvaise humeur et rien ne va. Et en fait, dans le sens latin, grec du terme, et à l'origine étymologique, une humeur, c'est un fluide corporel. Et effectivement, quand tout va bien, on est de bonne humeur parce que nos fluides circulent très bien. Et quand au contraire, il y a un problème de ralentissement des liquides du corps, ben, on se sent moins bien. Donc c'est de là que vient l'expression je suis de bonne humeur ou je suis de mauvaise humeur. Hippocrate, à l'époque, on ne faisait pas de dissection, mais il avait ce génie d'avoir réussi à voir à travers le corps. Il avait identifié 4 styles de liquide corporel, donc la lymphe, qu'on ne connaît pas toujours si bien que ça, si on n'a pas fait de la médecine ou de la naturopathie ou de l'anatomie. Donc la lymphe, c'est un réseau qui blanc. Qui est pareil, en fait, au système circulatoire. Au niveau du sang, on a le sang au niveau qui circule dans les veines et en fait la lymphe qui circule dans les canaux lymphatiques. C'est ça. Ce sont donc 2 circuits qui sont parallèles, en sachant que la lymphe est très, très proche de la peau et que quand on fait un drainage lymphatique, en fait, on peut vraiment y arriver très facilement parce que ça circule partout. Et donc, ce sont les 2 premiers réseaux de circulation qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Le sang, bien sûr, tout le monde connaît le sang. La lymphe, donc, qui a d'autres fonctions que le sang pour faire circuler les déchets, certaines vitamines, les globules blancs. Et puis, on a la bile, qui est donc produite par le foie et qui est un liquide jaune qui aide à digérer les graisses et qui est éliminé dans le système digestif. Et puis, on a cette 4e humeur qu'on retrouve dans les écrits d'Hippocrate qui s'appelle l'atrabile. Et en fait, cette théorie des humeurs a été utilisée jusque très, très tard par le monde scientifique officiel, jusqu'environ vers le XVIIIe siècle, où on pensait qu'il y avait donc ces 4 humeurs qui circulaient et c'était accepté par tout le monde. On faisait d'ailleurs souvent des saignées, hein, on le voit dans Molière. C'est intéressant de s'intéresser aux textes de Molière ou aux textes de La Fontaine qui ont une vision souvent assez naturopathique. Donc, vers le 18e, on a commencé à faire des dissections, 17e, 18e, et on s'est rendu compte qu'en fait, l'atrabile, ça n'existait pas. Pour lui, c'était une bile noire, et on s'est dit, non, on trouve bien de la bile, on trouve bien du sang, on trouve bien de la lymphe, du liquide lymphatique, mais de l'atrabile, non, on n'en trouve pas. Donc, la science officielle de l'époque a renoncé petit à petit, mais plutôt vers le 19e, 20e siècle, en disant c'est de la foutaise, mettons tout à la poubelle. Hippocrate a dit n'importe quoi, il s'est trompé. Et certes, il s'est trompé sur ce détail-là, mais il ne s'est pas complètement trompé non plus. En fait, ce qu'il identifiait comme l'atrabile, c'était plutôt des hormones ou des neurotransmetteurs qui ne circulent pas en tant que tels dans un liquide, mais qui circulent quand même. On sait bien que le système nerveux envoie des neurotransmetteurs et que les hormones passent par le sang ou par la lymphe pour accéder aux cellules. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y avait une erreur, mais qu'elle n'était finalement pas énorme, cette erreur. Donc, on peut continuer à se dire que cette première vision de l'homme comme étant constitué essentiellement de liquide n'était pas idiote. Même, elle était assez intéressante. On sait qu'on est constitué entre 60 et 70% de liquide à différents âges de la vie, suivant le poids qu'on fait. Donc, c'est quand même toujours intéressant et nous, en naturopathie, c'est ce qui nous semble très intéressant, c'est de prendre toutes ces humeurs et de s'assurer qu'elles circulent bien. Parce que si elles circulent bien, tout ira bien, alors que si elles sont encrassées, si elles s'arrêtent, ça ira moins bien. Donc, on continuera ça un petit peu dans d'autres parties, d'autres conférences, mais je vais continuer à remonter le fil du temps. Après Hippocrate, du coup, on a Galien qui commence aussi un peu plus à structurer les bases de la naturopathie, de la médecine. Alors, Galien, c'est un grec qui habite à Rome et qui, 8 siècles après Hippocrate, s'est dit, mais en fait, cet Hippocrate, c'était un génie et je vais refaire naître toutes ces théories. Hippocrate avait écrit énormément de textes, vraiment beaucoup, je crois que c'est même 12 000, quelque chose comme ça. Donc, Galien s'est dit, je voudrais faire revivre ça à Rome, m'appuyer sur les textes d'Hippocrate. Et puis, il a évidemment apporté aussi sa pierre à l'édifice, puisque de lui, on retient les tempéraments d'Hippocrate. Alors, on pourrait dire que ce seront les tempéraments de Galien, mais en fait, il a repris les 4 humeurs qu'on vient de voir d'Hippocrate et il en a fait des tempéraments pour dire que les personnes, suivant s'il y a un déséquilibre dans la lymphe, dans le sang, dans la bile
ou un déséquilibre nerveux auront des tempéraments différents, que ces tempéraments peuvent changer au cours du temps et que ça peut aider à déterminer un terrain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on enseigne encore aujourd'hui, la morphotypologie, c'est quelque chose de très intéressant et qui a été mise en évidence par Galien. On connaît aussi le nom de Galien quand on va dans une pharmacie, quand on demande une galénique. Une galénique, ça veut dire une forme de phytologie, donc une forme de plante. Il y a les sirops, il y a les gélules, il y a les macérats, il y a tout un tas de galéniques. Et donc, ça vient de ce médecin grec du IVe siècle, je crois, après Jésus-Christ. Et après, donc du coup, un petit peu cette historique où on est quand même bien avant, on a au Moyen-Âge, ça commence un petit peu plus à s'installer, on va dire, dans les mœurs, dans les coutumes. On a notamment Hildegard de Bingen que tu vas nous parler, qui est pour moi l'une des plus grandes inspirations que j'ai au niveau de la naturopathie. Est-ce que tu peux nous parler des courants, des personnes qui ont commencé à marquer en fait au niveau médiéval, au niveau Moyen-Âge, la naturopathie? Oui, donc on voyait qu'à la période antique, c'était très riche et on le sait que la religion a pris tellement de place au Moyen-Âge qu'il y a eu une sorte de recul des connaissances. En fait, à cette époque-là, les plantes étaient considérées comme maléfiques, à différentes époques plus ou moins, mais on sait que la chasse aux sorcières, c'était une chasse à la naturopathie quand même. Seules les plantes simples étaient utilisées et uniquement dans les couvents. Et dans cette période qui peut être un peu vue comme obscure, on a une lumière, et c'est Hildegard de Bingen, qui était une mère supérieure d'un couvent. On sait que la place de la femme était à peu près inexistante à ce moment-là. Donc, elle était non seulement… elle a écrit énormément, peut-être pas autant qu'Hippocrate, mais quand même énormément. Et pour une femme religieuse, elle a écrit des choses très, très contemporaines. Elle a écrit un traité de la féminité, du plaisir féminin, de la reproduction. C'est étonnant à cette époque-là. Et elle a été aussi très multitâche puisqu'elle était très versée dans la nutrition, dans les plantes évidemment, dans la musique aussi. Elle a écrit certaines musiques qu'on peut encore écouter. On peut les regarder sur YouTube, musique Hildegard de Bingen. Et on sait qu'au niveau énergétique, ça rayonne d'un niveau énergétique particulier qui fait du bien, donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Elle a été assez bien oubliée jusqu'à un peu moins d'un siècle, dans les années 50. C'est un médecin autrichien qui a voulu faire renaître ses écrits, et depuis, on s'est rendu compte de la richesse de sa transmission, de tous ses écrits. Et elle a été canonisée par, je crois que c'était Jean-Paul II, ou Benoît, peut-être Benoît Ier, je ne suis plus tout à fait sûre. En tout cas, elle est devenue très très longtemps après sa mort, Sainte Hildegard de Bingen. Donc c'est vraiment intéressant de la considérer dans les sources européennes médiévales. Et puis, un petit peu en dehors de l'Europe, puisque c'est en Perse, donc c'est le pays qui était avant l'Iran, on a Avicenne, qui est également un médecin qui a énormément écrit dans tout un tas de domaines. C'est d'une richesse incomparable. C'est vraiment aussi des bases de la naturopathie pour ceux qui s'y intéressent. Ça vaut vraiment le coup. Et c'est aussi c'est à lui qu'on attribue la paternité de l'alambic moderne. Certes, donc les Égyptiens arrivaient à prélever les molécules olfactives, des huiles essentielles, en faisant tremper des plantes avec de l'huile. Et par contre, Avicenne a un peu perfectionné une sorte d'alambic qui existait plus ou moins pour en faire quelque chose qui ressemble vraiment aux alambics qu'on utilise aujourd'hui avec le col de cygne. Donc, en faisant bouillir les plantes dans de l'eau, il arrivait à séparer d'un côté l'eau florale, les hydrolats, et surnageant ce qu'on appelle des huiles essentielles, mais qui ne sont pas vraiment des huiles, qui sont des essences de plantes qui sont très odorantes et qui ont des vertus merveilleuses, très très puissantes aussi. Et bien sûr, on les enseigne à l'école. Donc, Avicenne, Hildegard, vraiment des personnes à mentionner dans l'histoire de la naturopathie. Voilà d'ailleurs une belle photo d'une icône d'Hildegard de Bingen. Et puis, plus proche de nous, on a Paracels. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Paracels ? Un petit peu, mais c'est vrai que je le connais moins. Il est moins évoqué quand même au niveau école de naturopathie, etc., origine de la naturopathie, un petit peu moins. Alors, on ne le connaît pas toujours, mais en général, la plupart des gens connaissent une de ces citations. « Rien n'est poison,
tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et C'est vrai. ça, c'est vachement intéressant parce que finalement, c'est aussi vrai pour les médicaments que pour les plantes. Bien sûr, les médicaments chimiques et synthétiques n'existaient pas à son époque. C'est un médecin suisse qui est très intéressant, ça vaut la peine de s'intéresser à son œuvre aussi, et qui donc explique la toxicité possible des plantes, parce que encore aujourd'hui, on entend une cliente, il y a quelques semaines, je lui propose un compte-rendu d'une consultation. Je dis, est-ce que vous voulez bien faire valider ça par votre médecin pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication avec les médicaments qu'il vous a prescrits? Et elle dit, voilà, j'ai été voir mon médecin, il m'a dit, ça va, c'est tout naturel, aucun risque. Et en fait, ce n'est pas le cas. On verra avec Morvana que les plantes sont incroyables et sont des cadeaux de la nature, mais qu'il y a aussi une toxicité certaine et ça vaut vraiment la peine de bien les connaître. Paracels est aussi l'auteur qui a mis en avant la théorie des signatures, qui était une sorte d'intuition que certaines plantes ressemblent à certains organes et lui font du bien. Et donc, il trouvait par exemple que les noix ressemblaient au cerveau, que c'était bon les noix pour le cerveau, et que les haricots ressemblaient à des reins, que les haricots étaient bons pour des reins. Et il proposait tout un tas de régimes avec certains aliments pour aider tel ou tel organe. Et c'est pas idiot parce que avec les connaissances d'aujourd'hui, on se rend compte que ces intuitions étaient bonnes, parce que le cerveau a besoin de beaucoup d'oméga 3, on en trouve dans les noix par exemple. Donc voilà, ça c'est ça qu'il aura laissé comme marque, mais beaucoup d'autres choses aussi, ça vaut la peine de s'y intéresser. Et au niveau du coup, maintenant, on va revenir un petit peu dans notre époque. Oui. Comment ça s'est construit? Comment on a commencé à dire, voilà, la naturopathie, c'est comme ça, etc. On a des sources, on a des hommes qui ont œuvré un petit peu ce dernier siècle, ces 2 derniers siècles, au niveau de la naturopathie, au niveau de la construction de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors là, on arrive au 19e siècle et assez bien en Allemagne quand même. C'est l'Allemagne qui a été la source de tout, et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, la naturopathie est enseignée de façon officielle en Allemagne. C'est les Heilpraktiker, donc c'est un diplôme très sérieux de médecine naturelle. On peut vraiment parler de médecine pour eux. Donc, ce respect de la nature, cet engouement pour la nature qui est contemporain à l'époque de l'industrialisation. Il y a donc l'industrialisation qui met des machines partout. Et puis, on a au 19e siècle un courant qui s'appelle la réforme de la vie, Lebensreform en allemand, de personnes qui n'ont pas envie vraiment d'aller vers plus de machines et plus d'industrie, qui se disent la nature est utile, ne l'abandonnons pas. Et dans le cursus de l'école Synergie Naturopathie, on voit plus particulièrement le révérend Kneipp, qui est donc une personne qui était sur le point de mourir de tuberculose. C'était vraiment un gros problème à l'époque, et qui a repris des idées qu'il n'avait pas complètement inventées lui-même, d'autres personnes avant lui, d'autres Allemands avant lui. Il s'est rendu compte que quand il prenait des bains froids, finalement, il renforçait son corps. On le verra avec Pierre dans la conférence sur la loi de l'Hormèse. Mais donc, c'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, tout chétif et tout rongé par la tuberculose, qui aurait pu mourir, qui a pris des bains dans le Danube glacé et qui en a ressorti vraiment une immense force, une immense santé, et il est devenu révérend par la suite, et il a pu transmettre tout un tas de préceptes naturels qui sont très très proches de ce qu'on enseigne aujourd'hui, sur l'eau, sur le mouvement, sur la nutrition, sur les plantes. Donc voilà, ça c'est le révérend Kneipp qui vient d'Allemagne. Et puis on a aussi Rudolf Steiner, qui était une sorte de génie aussi, puisqu'il s'est intéressé à tellement de choses. On le connaît parfois par les écoles Steiner. Mes enfants, justement, étaient dans les écoles Steiner quand ils étaient petits. Donc, c'est une pédagogie basée vraiment sur les lois de la nature, sur les rythmes des saisons, sur un apprentissage très dans l'autonomie et dans... Voilà, mon petit chien qui vient participer à la conférence. Donc, on le connaît par les écoles Steiner, mais on le connaît aussi parce que c'est lui qui a fait une proposition d'agriculture qui prend en compte tout l'écosystème.
Donc, c'est ce qui s'appelle la biodynamie. Parfois, on connaît les vins en biodynamie ou certaines agricultures en biodynamie. C'est ce qu'on appelle le label Déméter. Quand on va dans les magasins bio et qu'on voit Déméter écrit en biais, en fait, ça veut dire qu'ils se fondent sur les enseignements de Steiner qui proposaient dans la nature de ne pas simplement ne pas traiter, ce qui est déjà fantastique par rapport à l'agriculture conventionnelle, mais aussi de tenir compte de tout un écosystème en sachant qu'en plantant telle plante, ça va attirer tel insecte, que tel insecte va être un nuisible pour tel autre insecte. Et donc, tout un écosystème avec des rythmes des saisons, des rythmes de la lune aussi. Les gens qui ne connaissent pas disent « Ah oui, c'est quand les alcools en biodynamie, les vins en biodynamie, ça veut dire qu'on a le droit de boire qu'à la pleine lune. » Et non, ce n'est pas ça en fait. C'est pas tout à fait ça. C'est plutôt que les agriculteurs, en s'occupant de leur parcelle, tiennent compte de la nature et des saisons. C'est plutôt intelligent. Il a aussi écrit dans plein d'autres domaines parce que c'était vraiment quelqu'un qui écrivait beaucoup et qui avait des idées très avant-gardistes. Voilà, le réveil en Kneipe. Et puis, on remonte encore le temps et on arrive fin 19e, début 20e. Et on arrive avec le fameux Pierre-Valentin Marchessault qui est la base de la base. Si vous allez devenir naturopathe, vous allez bouffer du Pierre-Valentin Marchessault à toutes les sauces dans votre école de naturopathie. C'est vraiment le père fondateur de la naturopathie en France. Je te laisse donc du coup nous parler de l'histoire et de comment il a créé au final la naturopathie, tout simplement. Pierre-Valentin Marchessault, c'est un homme un petit peu comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, qui à l'origine était professeur d'éducation physique, donc c'était très intéressant, mais tu n'imaginais pas qu'il pouvait avoir tant d'idées sur tant de choses. Mais en fait, il a aussi étudié la médecine, le droit et la philosophie, donc c'était quand même quelqu'un de très polyvalent, de très curieux, de très ouvert, et qui a été aux États-Unis au début du XXe siècle et qui a été finalement inspiré par des personnes qui s'appellent donc Benedict Lust ou Herbert Shelton, qui faisaient des écoles de santé. Donc c'est rigolo parce qu'à l'origine c'était en Allemagne. Ces personnes-là, Benedict Lust est un Allemand qui est parti aux États-Unis. Il a rayonné ça aux États-Unis et en fait, Pierre-Valentin Marchessault a appris ça aux États-Unis et est venu le faire en France. Donc, ça a un petit peu voyagé au-dessus de l'Atlantique pour finalement, on aurait pu directement aller chez le voisin. Mais voilà, c'est intéressant de voir que ces écoles-là, donc qui partent de la Lebensreform, s'intéresse au terrain. C'est l'époque aussi de la découverte Pasteur, des microbes. Pasteur qui dit les microbes, il faut tous les éradiquer, ce sont des nuisibles. Béchamp qui dit non, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Donc, c'est quelque chose qu'on enseigne aussi. C'est vrai qu'en naturopathie, et grâce à Pierre-Valentin Marchessault, on s'intéresse plus à la personne qu'à la maladie. On considère que c'est la personne qui est au centre de sa vie et de sa santé, et que finalement les maladies ce sont plus des accidents de parcours, que si la personne prend soin d'elle sur tous les plans, tout ira bien, si elle a une vitalité suffisante, tout ira bien. Et donc, effectivement, Pierre-Valentin Marchessault a énormément écrit aussi. On peut trouver ces petits livres, ils sont assez courts, ils sont peut-être un petit peu désuets parce que c'était quand même plutôt vers les années 50, mais ça reste très accessible. Et c'est notamment lui qui a proposé le système des 3 cures qu'on enseigne évidemment dans notre école, je pense dans toutes les écoles de naturopathie, c'est-à-dire d'aider les personnes en 3 fois. Une première fois en voyant si elles ont une vitalité suffisante, puisqu'on disait le microbe n'est rien, le terrain est tout. Un terrain affaibli, ça veut dire que la vitalité est basse, ça veut dire que la personne a une immunité un peu faible, elle ne profite pas de toutes les ressources qu'elle pourrait avoir. Donc, on va essayer, on va réussir d'ailleurs la plupart du temps, à élever sa vitalité pour que son corps fonctionne bien. Une fois que la vitalité est suffisante, on va voir où en sont ses humeurs, les fameuses humeurs décrites par Hippocrate, par Galien, et on va se rendre compte que souvent, s'il y a un dysfonctionnement dans le corps, c'est parce que les humeurs sont encrassées. On appelle cet encrassement en fait des déchets. Le corps produit des déchets en permanence, on appelle ça des toxines, et il est aussi contaminé par la pollution extérieure. C'était moins le cas du temps Hippocrate, évidemment, de Galien, déjà un petit peu quand même du temps de Pierre-Valentin Marchessault, c'est beaucoup le cas aujourd'hui. On vit dans un monde extrêmement pollué et notre corps subit toute cette pollution par l'eau, par l'air, par la nourriture, par les polluants de l'agriculture, les polluants
des cosmétiques, des détergents. Donc, on vit dans un monde très pollué et on a besoin d'aider le corps à sortir tous ces déchets qui sont donc soit des déchets internes, soit des déchets de la pollution. Et donc, on va pouvoir proposer une cure de drainage, de détoxification. C'est quelque chose qu'on va souvent consulter un naturopathe pour se dire comment faire pour avoir une bonne santé, pour prendre ma santé en main. Tiens, je vais voir où en est ma vitalité, je vais voir si j'ai des surcharges et comment faire pour éviter les surcharges et pour pouvoir évacuer tous ces déchets qui peuvent stagner dans le corps. Et puis, on a la troisième cure, la cure d'harmonisation, qui est donc une façon d'aider le corps à retrouver un équilibre, qui est donc enseignée par Pierre-Valentin Marchesson et qu'on utilise aussi dans notre école. Le voilà, avec sa petite barbichette, très à la mode à l'époque. Et donc, on a un petit peu vu la ligne du temps depuis l'Antiquité, les Grecs, les Égyptiens d'abord, et puis les Grecs, et puis un petit peu les druides, les Esséniens, l'époque médiévale, le 18, 19e, 20e siècle, et on en arrive finalement aujourd'hui à enseigner une naturopathie qui a des fondations très anciennes, mais qui vit dans le monde actuel aujourd'hui. Donc, on a certes toutes ces traditions qu'on enseigne énormément, mais on a aussi une vision très actuelle, très moderne, puisque bien sûr, on enseigne le microbiote. Ce sont des découvertes récentes, puisque le microbiote, on le connaît, même si Hippocrate disait toute maladie commence dans l'intestin, même si le docteur Bach avait déjà inventé des sortes de vaccins homéopathiques pour équilibrer le microbiote au début du siècle. Les vraies recherches et les vraies découvertes sur le microbiote sont beaucoup plus récentes, plutôt années 90-2000, très très récentes. On enseigne aussi évidemment l'épigénétique, c'est quelque chose qu'on connaît depuis pas si longtemps que ça non plus. Le fait qu'on ait certaines cartes dans les mains, donc qui sont nos gènes transmis par nos parents, une constitution transmise, mais qu'on peut, grâce à l'hygiène de vie, activer ou désactiver ces gènes pour avoir une vie la meilleure possible, dans la meilleure santé possible. Donc ça, ce sont des enseignements très actuels. Bien sûr, toute l'anatomie enseignée à l'école est aussi très actuelle. On ne se fonde pas tout à fait sur Hippocrate, puisqu'à l'époque, il connaissait moins de choses qu'aujourd'hui. Mais même si on a toute cette actualité qui est très intéressante et dont on n'a évidemment pas envie de se passer, on a aussi des principes qui remontent tout à fait à Hippocrate et qu'on continue à enseigner. Donc, par exemple, comme on disait, la force vitale. On retrouve… Voilà, c'est la base de tout. On retrouve cette idée de force vitale dans l'idée du souffle, du chi en médecine chinoise ou le prana en médecine ayurvédique. Voilà. Ce sont donc, c'est l'idée qu'il y a de la vie quelque part. Et les physiciens ne peuvent toujours pas vraiment expliquer pourquoi il y a de la vie sur la Terre. Est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes? On imagine peut-être, peut-être pas. D'où vient cette vie? Les religions ont toujours apporté des idées peut-être qui sont bonnes ou pas bonnes, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que la vie est très forte. L'instinct de vie est très, très fort, l'instinct de survie aussi. Et comme ce premier principe de vitalisme, de force vitale, on peut faire confiance au corps parce que le corps respecte les lois de la nature et a une sorte d'intelligence de la vie qui nous dépasse, qu'on ne peut pas complètement expliquer. Donc, la science est très, très poussée aujourd'hui. Elle va parfois au-delà de certaines limites, le transhumanisme, manipulation génétique. Elle fait tout un tas de choses, mais elle ne peut toujours pas expliquer d'où vient la vie finalement. Voilà, ça reste une inconnue et j'espère que ça le restera éternellement parce que ça nous met dans un état d'humilité, de se dire, certes, l'homme est très intelligent et peut découvrir plein de choses, mais l'intelligence de la nature est toujours… Voilà, est toujours en avant. Et on le voit avec les huiles essentielles. On peut inventer tout un tas de médicaments, mais les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Elles sont plus intelligentes. Elles arrivent à les contourner, à muter pour ne plus être sensibles aux antibiotiques. Alors qu'avec les huiles essentielles, c'est l'intelligence de la nature qui est bien loin devant. On le voit aussi avec le lait maternel. Évidemment, je prends des exemples de choses que je connais bien. Le lait maternel essaye d'être copié par l'industrie agroalimentaire, mais on n'y arrivera jamais. C'est cette intelligence de savoir que le lait se modifie de minute en minute en fonction du microbiote du bébé et pas du microbiote de la maman. Donc, le lait est complètement adapté au bébé. L'homme n'arrive pas à copier quelque chose d'aussi subtil, d'aussi magique. Donc, premier
peuvent observer en fait justement ce lait qui parfois devient jaune, parfois même avec des reflets bleutés en fait. C'est que vraiment la composition se change de minute en minute. Tout à fait. Et suivant la technique de succion du bébé, qui a cette intelligence aussi de faire venir le lait dont il a besoin. C'est vraiment passionnant à étudier. Donc, le deuxième principe fondamental de la naturopathie, qui vient aussi d'Hippocrate, c'est chercher la cause. On appelle ça le causalisme. C'est de se dire finalement, quand le corps donne un symptôme, j'ai mal à la tête, ou quand on allait, tout à coup, j'ai le bout de sein qui fait mal, pourquoi? On ne va pas juste faire taire le symptôme. C'est ce que choisit plutôt l'approche médicale conventionnelle, c'est de se dire, il y a un symptôme, on va faire taire le symptôme. On dit donc qu'on fait de l'antisymptomatique. Donc, on a mal, on coupe la douleur. On a de l'inflammation, on coupe l'inflammation. On a, par exemple, au vomi, ben, on prend de l'antivomitif. On tousse, on prend l'antitoussif. En naturopathie, on n'a pas envie de faire ça. On a envie de se dire, le symptôme est un message du corps. Il est intéressant et on va chercher pourquoi le corps a eu besoin de faire ce symptôme pour pouvoir agir sur la cause de ce symptôme. On verra ça avec Marie demain dans l'approche naturopathique. Donc ça, c'est le deuxième principe, le causalisme. Voilà, un petit sirop antitoussif qui soit empêche de tousser, alors que la vision naturopathique, c'est plutôt pourquoi est-ce que le système ORL est un peu fragilisé, comment faire pour aider le système ORL à redevenir au top de sa santé pour ne plus avoir besoin de tousser pour faire un symptôme. Totalement. On a aussi cet exemple avec l'eczéma, en fait, tout simplement. Oui. Je sais qu'en consultation, parfois, les gens sont surpris. Ils s'attendent à ce que je vienne remplacer la médecine, entre guillemets, je vienne conseiller une plante pour tel symptôme, pour telle problématique, alors que pas du tout. C'est vraiment pas notre objectif. Et même, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient étonnées dans mes études de naturopathie, l'eczéma, on n'est pas là pour juste mettre une crème bio ou une plante bio pour calmer, en fait. On est vraiment là pour aller chercher la cause de la cause avec cette holistique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Quelle est la toxémie? Est-ce que ça vient du foie? Est-ce que ça vient des reins? Est-ce que au niveau de l'hygiène de vie, est-ce que ça vient du sommeil? Est-ce que ça vient de l'émotionnel, etc. Et on vient donc du coup à cette toxémie, du coup, parce que l'eczéma, par exemple, peut être une toxémie, peut être tout simplement le corps qui déborde à un moment donné, une humeur, en fait, qui déborde et qui se dit, là, en fait, j'arrive plus à éliminer via les selles, via les urines, donc du coup, je vais passer par une autre route, quoi. Et donc, du coup, on a cette notion de toxémie que je te laisse, du coup, développer un petit peu plus. Donc, c'était aussi une notion d'Hippocrate, reprise par Pierre-Valentin Marchesseau quand il propose la cure de drainage. Donc, c'est d'imaginer que ces humeurs qui circulent dans le sang sont chargées de déchets et que ces déchets qui stagnent encrassent le corps et l'empêchent d'avoir la vitalité qu'il devrait avoir. Donc, on se rend compte qu'il y a la vitalité, qu'il y a la toxémie, et quand la vitalité est plus basse que la toxémie, c'est là que les symptômes surviennent. Donc, on va chercher à nettoyer le corps de l'intérieur et surtout, comme tu l'as mis en avant, le foie qui est un énorme, 28 cm de long, 8 cm de haut, un énorme filtre qui permet de récupérer tous les déchets, toxines, toxiques pour pouvoir les évacuer. On a aussi les reins, bien sûr, qui sont d'autres, ils sont plus petits, mais c'est aussi d'autres filtres très, très performants. Et quand ils n'arrivent plus à faire leur travail parce que le niveau de vitalité est plus si bon, les déchets restent dans l'organisme. Donc, on va chercher à éviter la toxémie en remontant la vitalité générale du corps et en évitant évidemment de faire entrer au maximum les polluants. Donc, ce qu'on va conseiller aux personnes qui viennent nous voir en consultation, qui ont de l'eczéma par exemple, c'est de chercher quelle serait la cause. Est-ce que dans la cause, on pourrait trouver une pollution extérieure alimentaire, en agissant sur la cause, le symptôme va partir de lui-même. On ne doit pas faire taire le symptôme, on va plutôt chercher la cause, et la cause, ça peut être la toxémie. Totalement. Et donc, comment on cherche la toxémie au quotidien? Voilà, c'est ça. Il y a ce mot hygiénisme. On entend parfois parler d'hygiénistes. Pour dire les premiers naturopathes, on les appelait des hygiénistes. Hygiéa, c'est la déesse de la santé en grec, c'est de là que vient le mot, ça veut dire la santé. L'hygiénisme, c'est simplement une hygiène de vie, des choix de vie qui vont faire que le corps a une bonne vitalité et n'a pas trop de toxémie. Chercher à
prendre conscience de son hygiène de vie, ça veut dire s'interroger sur tout ce qu'on fait dans le questionnaire d'un naturopathe. On va le voir avec Marie. Donc, c'est demander à la personne comment elle mange, quelle eau elle boit, à quelle fréquence elle bouge, est-ce qu'elle est parfois en contact avec la nature, est-ce qu'elle est en contact avec le soleil, quelles sont ses habitudes, est-ce qu'elle fume, qu'est-ce qu'elle consomme comme café, thé, soda, tout ce qu'elle choisit de faire dans la vie, pour l'aider à voir si ses choix sont les plus adaptés à ses besoins. En sachant que chez nous, on n'est pas du tout dogmatique, on ne considère pas qu'il y a une façon de faire qui serait la bonne, mais qu'il y a une infinité de façons de faire qui correspondent à une infinité de personnes. On va aider les personnes à trouver ce qui est bon pour elles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à l'école, c'est de se dire qu'on va faire du sur-mesure. On va aider la personne à... Comme on voudrait aider son corps à se renforcer, on veut l'aider, elle, à se renforcer dans sa connaissance d'elle-même et dans la connaissance de ses besoins. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'hygiénisme. Ça peut être de l'hygiène alimentaire. Hein. On voit là des petites graines germées. Je te disais que j'en mangeais depuis que j'ai 11 ans. On n'est pas pro ou pour manger des produits animaux ou pas. Il y a autant de possibilités qu'autant de personnes. On va évidemment tenir compte de l'eau, de l'air, du mouvement du soleil et aussi de l'hygiène émotionnelle et de l'hygiène mentale. Ça veut dire prendre soin de sa santé émotionnelle, prendre soin de sa santé mentale, c'est-à-dire percevoir les émotions qui nous traversent, comprendre pourquoi elles sont là, ce sont aussi des messages du corps, percevoir les pensées qui nous traversent, voir que ces pensées peuvent avoir des effets sur notre corps, avoir des effets sur notre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension holistique et c'est la dia suivante. Est-ce que tu connaissais ce mot avant de faire de la naturopathie? Non, je crois que je l'ai découvert vraiment à l'école, mais après c'était tellement évident et c'était déjà en fait quelque chose que je faisais dans ma vie, enfin que même ma mère m'apprenait, que toutes les dimensions de l'être sont là et doivent être prises en compte. Voilà. Donc holos, ça veut dire tout en grec. C'est assez connu plutôt dans des visions orientales où la spiritualité, le corps, l'esprit, un petit peu moins chez nous, mais pourtant c'est une évidence. On le sait bien, il y a une sorte de sagesse populaire qui montre par exemple qu'on peut dire j'ai l'estomac dans les talons. Ce sont toutes des dictons qui montrent un lien entre le corps et les émotions, entre le corps et les pensées. Donc tout notre être est en interaction continuelle avec lui-même et c'est bien de pouvoir prendre toutes ces dimensions en compte parce que parfois, les gens ont un problème, on va les aider par le biais du décodage biologique, ils ont un problème parce qu'ils ont une émotion qu'ils n'ont pas voulu écouter. Et donc, leur corps se dit tiens, tu n'as pas écouté l'émotion, je vais la manifester un petit peu plus fort pour que tu l'écoutes. Et donc, par exemple, on va se faire mal au genou parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la voie qu'on veut suivre. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Ce ne sont jamais des vérités non plus, ce sont des pistes possibles et qu'on aide les personnes à découvrir pour voir si elles ont tout à coup des prises de conscience possibles qui vont les aider pour avoir une bonne santé en règle générale. Totalement. Alors, on parle aussi de spiritualité en sachant que ce n'est pas de la religion, c'est plutôt de la philosophie de vie. Savoir qu'on est sur Terre pour quelque chose. C'est le mot sens, c'est le mot qu'on utilise beaucoup. Qu'est-ce qui fait sens pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour nous? En sachant qu'on a tous un chemin de vie différent avec des valeurs différentes et des sens différents. Totalement. Donc, alors, comme je vous disais au début, voilà. Je t'invite à introduire en fait aujourd'hui quelle est la naturopathie en fait d'aujourd'hui, sur quoi on se fonde. Je le disais au tout début, mais je reviens dessus. C'est à la fois une tradition millénaire avec des auteurs qui s'étalent sur plusieurs siècles et plusieurs régions, et à la fois des connaissances très récentes. Et c'est cette synthèse de la science d'aujourd'hui et des traditions qui permettent d'avoir une vision plus holistique, plus large et plus riche aussi. D'en fait, vraiment s'ouvrir l'esprit, développer son esprit critique. Ça, c'est vraiment la base en école de naturopathie pour toute personne qui souhaite devenir naturopathe, mais développer votre esprit critique. Rien n'est vérité et tout est vérité à la fois. Développer vraiment cette remise en question permanente, en fait, quand on est naturopathe, de remettre ses connaissances en permanence. Ça, c'est pour moi vraiment quelque chose de ultra important.
Je suis tellement d'accord avec toi. Et c'est encore beaucoup plus important aujourd'hui qu'à d'autres époques de l'histoire de l'humanité. Bon, paléolithique, l'esprit critique, c'était pas forcément ce qui était mis en avant. Après, il y a eu l'ère agricole, ils se sont installés, les nomades sont devenus sont devenus des agriculteurs. Et puis, il y a eu l'ère industrielle. Donc, on a vu que cette ère industrielle a laissé aussi la possibilité à une réforme de la vie, à toutes ces premières pratiques de naturopathie d'éclore. Mais on est aujourd'hui à l'ère de l'information. Ça veut dire qu'en permanence, on a tous accès via Internet à des milliards d'informations possibles. Et on est noyé au milieu de toutes ces informations qui sont souvent contradictoires. Et donc, on a tous la responsabilité, chacun, de prendre les décisions qui nous concernent, de faire des choix tous les jours. Est-ce que je vais me lever? Est-ce que je vais rester au lit? Qu'est-ce que je vais prendre au petit déjeuner? Est-ce que je vais choisir d'être heureux parce que c'est bon pour la santé? C'est Voltaire qui disait ça. On a voilà, tout au long de la journée, on a des choix à faire et des choix qui seront les meilleurs s'ils sont bien éclairés. Donc, à tout moment, on doit choisir parmi toutes les informations celles qui vont nous sembler pertinentes. Et le cœur du métier de naturopathe, c'est d'aider les personnes à exercer leur propre esprit critique, à se dire qu'est-ce qui me paraît bien pour moi, qu'est-ce que j'ai essayé et j'ai constaté que ça marchait bien, qu'est-ce qui me donne envie et qu'est-ce qui me paraît censé aligner avec mes valeurs. Et on retrouve finalement les 4 dimensions dans l'esprit critique. La dimension physique, qu'est-ce qui marche bien sur mon corps? On le disait tout à l'heure, certaines personnes qui sont plutôt nerveuses pourront manger vraiment des fruits toutes les heures et se sentiront au top de leur santé parce qu'elles ont vraiment besoin de beaucoup de glucides. Et moi qui suis plutôt sanguine, si je mange des fruits toutes les heures, ça ne va pas me convenir du tout. Donc, chacun a un terrain, un corps particulier, un microbiote particulier, des gènes particulières, qui fait qu'on va avoir des besoins particuliers. Donc, on a besoin de connaître notre corps, on a besoin de connaître les possibilités, on a besoin de connaître aussi ce que la nature nous propose et qui a parfois été oublié. Par exemple, les bourgeons, on le verra avec Morvana, c'est quelque chose qui est peu connu, mais qui est une merveille de la nature. Donc, nous, en école de naturopathie, on enseigne des cadeaux de la nature comme ça qui sont peu connus. Hildegarde de Bingen les proposait. Hein. Ça existait déjà à son époque, mais c'est peu connu. On a besoin de chercher ce qui nous fait plaisir, ce qui nous paraît nous convenir en termes émotionnels. Et on a aussi besoin de choisir des choses qui nous semblent aller dans la direction de notre vie au niveau spirituel. Donc, c'est vraiment développer cet esprit critique, c'est être une personne actrice de sa santé, une personne autonome et responsable, et finalement connaître les chemins de la nature, les chemins et pas le chemin, les multiples chemins, nous permet d'être plus autonome, plus responsable, d'éviter tout dogme. C'est pas parce que à l'ère de l'information, on a la BFM Télé qui nous dit voilà, c'est comme ça, telle est la vérité. Et c'est important de se dire ok, c'est une vérité, mais est-ce que c'est toute la vérité? Rien que la vérité? Pas forcément. Il y a une multitude de vérités. Nous, on utilise à l'école la métaphore d'un diamant avec tout un tas de petites facettes. Et ce diamant est immense. Et lui, c'est la vérité. Mais aucun homme ne peut voir toutes les facettes à la fois. On peut chacun voir quelques facettes. En allant voir un naturopathe, on voit un peu plus de facettes. On éclaire des nouvelles facettes pour avoir un esprit un petit peu plus large, pour se dire, tiens, il y a aussi ça ou ça ou ça qui est possible. Il n'y avait pas juste la première facette que je voyais. Mais personne n'a la vision globale. Ce n'est pas donné à l'homme, en tout cas pendant sa vie. On peut avoir de plus en plus de facettes ou accepter, en tout cas, que d'autres personnes voient d'autres facettes. Donc, c'est vraiment ça qu'on va enseigner, c'est éviter tout dogme et s'ouvrir l'esprit à tout un tas de possibilités. Et voilà, on est à la dernière diapo qui résume le travail du naturopathe et qui résume aussi l'essence de ce qu'on enseigne dans notre école. Ce chemin de la nature, ces traditions, mais également les éclairages, les nouvelles facettes de la science pour avoir une vision la plus large possible. Totalement. On a eu un petit bug au niveau de mon site internet. Normalement, il y a un espace commentaire, mais c'est les joies du direct.
il a décidé de sauter, il a décidé que c'était pas le moment, c'était pas aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Instinct Naturo si vous souhaitez poser une question, une interrogation sur tout ce qu'on vient d'exprimer, d'expliquer. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même en 1 heure quand on commence juste à s'intéresser à la naturopathie. Ça fait tout ça à apprendre, à comprendre, etc. Mais on va un petit peu tout détailler là dans ces prochaines conférences. Donc voilà, ne soyez pas paniqués si ça fait beaucoup. C'est juste quelques graines qu'on jette et qui vont germer à leur rythme tout doucement au cours des prochains jours et puis au cours des années, parce qu'on n'arrive jamais au bout de ses connaissances. On a toujours des nouvelles choses à apprendre tous les jours. Totalement. Vous avez normalement en page de mon site internet, le site internet Synergie. Donc, si vous souhaitez poser vos questions, si vous regardez en replay cette conférence, etc. Voilà, on a déjà des petites questions qui arrivent. Et je vais essayer surtout de réparer pour l'espace commentaire pour que les prochaines conférences, vous puissiez quand même mettre des commentaires. Ça serait cool. Voilà, donc on a plein de personnes qui nous disent que c'est un super sommet, que c'est une bonne synthèse de la naturopathie, ça c'est génial, c'est vraiment ce qu'on voulait. Et on a quelqu'un qui nous demande comment on peut améliorer les neurotransmetteurs. Alors, on va certainement le voir dans la conférence avec Pierre, mais je peux déjà vous donner quelques petites premières cacahuètes pour se mettre en appétit. Il y a un livre qui s'appelle « Un cerveau à 100%» qui est très facile à lire, très accessible et qui permet de choisir dans son alimentation les aliments qui vont pouvoir améliorer tel ou tel neurotransmetteur en sachant qu'on en a 70. Totalement. Il y a l'hygiène de vie, en fait. Tout simplement, le fait déjà de bien dormir, ça améliore pas mal de neurotransmetteurs. Le fait aussi de bien s'exposer au soleil, ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. On est trop souvent à l'intérieur et en plus de ça exposé à des lumières bleues, ne serait-ce que d'aller profiter, d'aller marcher au soleil, d'exposer sa peau, là on commence à avoir un petit peu plus de température, ce qui nous permet d'enlever des couches, mais ne serait-ce que d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, ça optimise énormément de neurotransmetteurs, énormément d'hormones du bonheur, énormément de choses à ce niveau-là. On a plein de commentaires, c'est vraiment top, très intéressant. Merci à vous de regarder ce sommet, d'être présent. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres interrogations que vous avez au niveau de la naturopathie au Mans, au niveau de l'hygiène de vie? On a Émilie qui nous demande comment agir sur le stress. Il y a énormément de choses à faire aussi. En naturopathie, c'est peut-être une consultation sur 2 en général. Hein. Je ne sais pas si tu as la même expérience dans ton cabinet. 100%, je veux dire, tout le monde a du stress aujourd'hui, même des personnes qui vont venir pour un problème digestif. Il y a très souvent des causes de stress qui sont là, en fait. Donc, on a plein de choses. On a plein d'outils en naturopathie, autant au niveau de la respiration, autant au niveau justement de s'exposer au froid, au chaud. Ça agit beaucoup sur le stress, d'avoir du soleil, d'agir sur ces neurotransmetteurs par l'alimentation. Il y a certaines plantes, comme les plantes adaptogènes, qui sont juste merveilleuses. Les bourgeons aussi. On a beaucoup, beaucoup de possibilités pour agir sur le stress. Et après, c'est aussi en naturopathie, on a ce regard qui est individuel, en fait. Donc, c'est un petit peu compliqué aussi de répondre comme ça par commentaire. En fait, c'est quel est ton terrain, quel est ton tempérament, comment est ton hygiène de vie, qu'est-ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce que tu ne fais pas aussi. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, c'est vrai que l'idéal, souvent, quand on a des problématiques comme le stress, comme neurotransmetteurs, etc., c'est directement d'aller voir un naturopathe pour qu'il fasse quelque chose d'individualisé et de sur-mesure, en fait, par rapport à toi et tes problématiques. On a Valérie qui nous pose une super question, c'est où en est la reconnaissance de la naturopathie en France? Oui, alors c'est une question vraiment intéressante et on s'y intéresse tous beaucoup. Comme je le disais au tout début, j'étais avocat, donc j'ai 2-3 notions qui me restent encore de cette époque-là. En France, on a le droit de faire tout ce qui n'est pas interdit, donc on a le droit de s'installer comme naturopathe. Pour autant, le métier n'est pas organisé par une formation d'État. Il n'y a pas de diplôme de naturopathie. Mais on a des petites avancées. On a, par exemple, la plupart des écoles de naturopathie sont reconnues comme organismes de formation, sont reconnues de certifiés Calliope. Donc, c'est une norme
de qualité. Calliope, c'est une norme de qualité sur tous les organismes de formation. Et la plupart des écoles de naturopathie cherchent à inscrire le métier de naturopathe au RNCP, Registre national des certifications professionnelles. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Il y a une école de hier qui l'avait eu il y a quelques années qui l'a perdu. Pour moi, c'est un bon signe. C'est le signe qu'on va avoir tout ça dans les années à venir, plus ou moins vite suivant ce qui se passe. Mais bon, la plupart des métiers du bien-être ont pu inscrire leur métier au RNCP, comme la sophrologie et la réflexologie. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas aussi. Et je pense qu'on n'ira pas au-delà de là. On n'aura pas en France un diplôme d'État de naturopathie comme il y a en Allemagne ou en Suisse, les Heilpraktiker ou les naturopathes suisses. Mais ce n'est pas forcément un problème, du moment que les écoles de formation font de la qualité et que le métier est reconnu au RNCP, ça va permettre à différents courants de naturopathie de faire des choses parfois un petit peu différentes les unes des autres, et c'est plutôt positif pour la qualité de la naturopathie en règle générale. Totalement. C'est top. Alors, nous avons une question. Et si nous sommes formés en France, pouvons-nous exercer à l'étranger, par exemple en Amérique latine? Ça dépend complètement des normes en vigueur dans les autres pays. Il y a certains pays, comme la France, où on a le droit d'exercer la naturopathie si on a été formé dans un autre pays, à condition d'avoir une attestation de formation qui est libellée suivant le titre naturopathe ou praticien en naturopathie. Donc, les pays qui ont le même style de droit que nous l'accepteront, et d'autres pays non. Par exemple, on n'a pas le droit de s'appeler naturopathe en Suisse avec une attestation de formation française, puisqu'il y a un diplôme d'État là-bas. Dans les pays d'Amérique latine, est-ce que j'en connais? Je pense qu'il y avait une personne qui était partie au Mexique. De ma mémoire, je pense que ça avait fonctionné. Par exemple, en Espagne, ça fonctionne. En Belgique, ça fonctionne aussi. Donc, c'est vraiment au cas par cas suivant les pays. Totalement. Voilà, on a Valérie qui nous dit. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Je vous rappelle que voilà, j'ai eu un problème, les joies du direct sur mon site internet. Du coup, on ne peut pas poser des petites questions sur mon site internet. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Instinct Naturo ou sur le groupe Facebook Devenir naturopathe pour poser vos petites interrogations à Corinne sur la naturopathie. Alors, on a Émilie qui nous demande: les formations à distance avec stage sont-elles suffisantes pour accueillir des personnes en cabinet? Ça, c'est vraiment une question qu'on va voir en profondeur dans la conférence juste après avec Marie Delforge qui va parler de la posture du naturopathe et de l'approche naturopathique. Et oui, bien sûr, dans notre école, on a à cœur de pouvoir former les personnes à faire un métier qui marche. Et avec notre formation que je présenterai samedi à 17h, avec notamment on rallonge un petit peu la formation en mettant encore plus de pratique, on arrive à 1500 heures de notre expérience. Oui, c'est aussi pour ça que notre dossier RNCP est prêt à être validé, c'est qu'on a suffisamment de naturopathes qui sont sortis de l'école et qui en vivent comme unique métier. Totalement. Et moi, j'ai fait ça. J'ai fait une formation à distance avec des stages. Ça ne m'a jamais causé de problématiques ou même de soucis de légitimité. Il y a des écoles qui sont meilleures que d'autres, qui voilà, proposent plus d'heures de formation, plus de modules à ce niveau-là, plus de pratiques à ce niveau-là. Il y a en fait, pour chaque personne, il y a une école de naturopathie qui convient. Et voilà, au contraire, ça ne pose aucun souci à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a même des cursus comme le master en psychologie et même en médecine qui se fait à distance depuis le Covid. On a énormément de cours en fait d'université en fait qui se font sur Zoom, tout simplement. Donc il n'y a pas de souci à être à distance. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Mais sinon, je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas à contacter Corinne. Vous avez aussi le groupe Facebook sur Messenger, Sommet de devenir naturopathe, pour poser vos petites interrogations, vos petites questions. Et puis voilà, on se retrouve à 17h pour la prochaine conférence où on va voir un petit peu la naturopathie animalière avec Sibélina. On va voir, là on a vu pour les humains, maintenant on va voir pour les animaux, parce que c'est possible, oui. Merci Corinne en tout cas de cette conférence. Avec grand plaisir. D'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Et est-ce que tu aurais un petit dernier mot à nous dire? Donc, si vous voulez m'écrire, vous pouvez écrire aussi sur le site de l'école, formation naturopathe, Synergie Naturopathie. Et puis, je reviens samedi à 17h. Voilà. Donc, soyez là samedi à 17h si vous avez toute question ou interrogation. Merci. À bientôt. Bon après-midi. À bientôt.